Formation sur la pyramide du 36, enregistrement numéro 5. Nous en sommes donc à la consécration. Donc le texte est le suivant. Consecrote creatura, per Deum, c'est-à-dire par Dieu, par l'éther, per ignem, par le feu, per aerem, par l'air, per aquam, par l'eau, per terram, par la terre. Consecrote utilitatem meam solum. Je te consacre à mon utilisation personnelle unique. Et comme on le disait, s'il y a deux personnes qui l'utilisent, à ce moment-là, on dira consecrote utilitatem Monique et René. Alors pourquoi les textes en latin ? Parce que c'est mieux d'utiliser une langue différente que le français. Mais si vous préférez réaliser votre exorcisme en français, vous le dites en français. Mais moi j'aime bien le latin parce que c'est une langue qui a été utilisée pendant de très nombreux siècles pour le nettoyage, pour l'exorcisme, et puis ça nous décale un petit peu du langage commun. Alors, quand on pratiquait l'exorcisme, c'était exorcisote creatura per Deum. Et là on voit une lumière blanche qui traverse la pyramide et qui expulse tout le négatif. Par contre là, quand on va dire consecrote creatura per Deum, ce sera beaucoup plus doux et ce sera en fait plein d'amour pour la pyramide. Et quand je vais la consacrer par Dieu, je vais visualiser une lumière rouge qui va se loger dans le premier étage de ma pyramide, c'est-à-dire dans le rouge, dans l'éther. Quand je vais dire per ignem, je vais voir une lumière de feu qui va descendre dans les zones orangées. Per aquam, per aerem, eh bien je vais voir une lumière, un air qui se fixe dans les carreaux jaunes. Per aquam, de l'eau qui coule dans les triangles verts. Et per terram, de la terre qui se fixe sur les triangles bleus. Donc, autant un exorcisme, c'est fait pour chasser, ça doit être comme un souffle froid en magnétisme, autant la consécration, c'est un souffle chaud, c'est-à-dire je vais y mettre une énergie, mon énergie personnelle. Alors, je vais le faire de la manière suivante. J'ai ma pyramide devant moi. Respiration. Consecrote creatura per Deum. Je la magnétise en même temps. Per ignem, per aerem, per aquam, per terram. Consecrote utilitatem meam solum. Et je peux répéter cette consécration, par exemple, 3 fois. Si j'ai exorcisé 4 fois, je consacrerai 3 fois. Donc un chiffre plus spirituel que l'exorcisme qui sera un nettoyage plus matériel. Alors, tout texte d'exorcisme fonctionne. Si vous en avez un que vous préférez, utilisez celui-ci. Mais celui que je vous ai proposé est bien parce qu'il a les 5 éléments. Éther, feu, air, terre. Et on les a dans le sens de descente. Et on ne menace pas les larves ou les démons qui sont dans la pyramide des feux de l'enfer. On le fait d'une façon plus technique, plus énergétique. Alors, si vous voulez avoir plus de puissance quand vous allez le faire, eh bien, juste avant, vous faites une respiration avec votre plomb et votre fer. Après, vous exorcisez, et pourquoi pas, si vous vous sentez bien, si c'est le moment, eh bien, vous commencez à tracer les nombres tranquillement.
comme on va les tracer sur un pentacle, c'est-à-dire en ayant conscience de ce que nous faisons. Voilà, donc on va arrêter ici et on reprend tout à l'heure. Donc, résumé. Voilà, résumé de ce qu'on a vu ce matin. Il y a en fait 4 formes d'énergie qui vont influer sur la pyramide. L'énergie lumineuse du Soleil, l'énergie lumineuse de la Lune, le faible rayonnement interstellaire, l'énergie tellurique, d'où l'intérêt éventuel de positionner la pyramide sur un point d'émergence. Alors pas forcément sur un nœud Hartmann, parce que c'est pas la meilleure, peut-être la meilleure idée, mais éventuellement sur un point d'émergence tellurique. Donc 1, 2, 3, 4. Et la 5e énergie, c'est ce que l'opérateur va mettre dans sa pyramide. On peut la mettre sur une source? Sur une source. C'est une source qui passe dans le sol, mais quand là, je peux la mettre dessus, quoi. Oui. Oui, vous testez au pendule. Plus il y aura d'énergie qui va alimenter ma pyramide, mieux ce sera. Mais pas dans les ondes magnétiques. Mais pas, pas forcément sur un nœud pathogène. Voilà. Okay. Plutôt sur un point d'émergence positif. Alors, faudrait essayer sur un point sur un menhir. Sur un point menhir, oui. Maintenant, sur un lieu, sur une émergence pathogène, ça peut peut-être rectifier, mais j'en suis pas sûr. Donc ça, c'est des tests à faire. Oui, la source. Bon, si c'est une source, à la limite, ça va, mais si c'est une nappe stagnante, évitez quand même tous les sources qui coulent, oui. Comme les églises, oui. Sources qui coulent ne veut pas dire qu'elles soient potables. Oui, c'est vrai. Mais elle sera déjà plus naturelle qu'une eau stagnante. Mais à tester. À tester. Donc, on a vu l'exorcisme et la consécration de la pyramide et du socle. Maintenant, on peut rajouter un point particulier. Puisque nous sommes tous nés sous le rayonnement de l'un des nombres du 36, donc on est tous nés on a tous un rayonnement différent, nous pouvons, lorsque nous allons placer les nombres sur notre pyramide, tracer un signe plus précis, un signe personnel dans la loge de notre nombre de naissance. Donc si je suis né sous le rayonnement du 27, eh ben, quand je vais marquer le 27 sur ma pyramide, je vais par exemple entourer, c'est-à-dire faire un signe distinctif par rapport aux autres nombres, de manière à personnaliser ma pyramide un peu plus. Et à ce moment-là, je vais entourer le 27 avec un cercle. Je vais les cercler, en pensant que ça c'est mon nombre personnel. Alors si vous êtes 2 à utiliser la pyramide, pourquoi pas faire cercler les 2 nombres qui correspondent aux 2 personnes qui vont l'utiliser. Sauf que il faut, je dirais, que ce soit quelqu'un avec lequel on soit particulièrement proche, parce qu'on va quand même lier un petit peu les énergies. C'est comme quand on fait un rituel avec une autre personne. Si on le fait une fois, ça passe. Mais si on le fait régulièrement, surtout sur des techniques comme le 36, on va se lier énergétiquement, on va établir des ponts et des échanges qui vont se produire. Donc, il faut avoir, je dirais, particulièrement confiance en la personne. Il ne faut pas utiliser cette méthode au profit de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire pour décharger du négatif ou recharger en positif, etc. Il faut le faire plutôt si on est en couple, plutôt si on a quelqu'un avec lequel on se sent particulièrement lié. Donc ça, c'est le dédicace à votre nombre. C'est pareil. Si vous faites un rituel au 36, comme nous l'avons vu précédemment et comme c'est expliqué dans le livre, et que durant ce rituel, un signe magique, une signature vous apparaît, correspondant à votre nombre personnel, vous pouvez placer cette signature sur le carreau correspondant. Et là, c'est un petit peu une dédicace plus forte que vous mettez sur votre objet. Donc, vous le personnalisez plus. Et maintenant, si vous n'avez pas de signe secret, de choses particulières, et vous faites comme on a dit, et ça fonctionne très bien également de cette manière.
Alors maintenant, on va passer à un exemple concret. On a vu ce matin que nous pouvions charger un liquide. Alors le liquide se charge bien du magnétisme parce que ces molécules sont moins comprimées que dans un solide, que dans un morceau de bois ou que dans un morceau de métal. Donc un liquide se charge bien. Je veux charger un liquide et je veux pratiquer une certaine alchimie avec ce liquide. Donc d'abord, je vais devoir étudier le choix. Qu'est-ce que je vais choisir comme liquide? L'eau, c'est ce qui est le plus simple. Mais qu'est-ce que je vais choisir comme eau? Bon, il y a l'eau du robinet, qui est à exclure. Il y a l'eau en bouteille, qui est la limite inférieure au niveau qualité. Par contre, vous avez plein d'eau dans la nature. Nous savons que tout est dans tout. Tout est dans tout, ça signifie que nous avons feu, air, eau, terre, au niveau des éléments dont nous disposons. Dans l'eau, nous aurons également feu, air, eau, terre. C'est-à-dire que si on prend l'eau, on aura de l'eau de feu, de l'eau d'air, de l'eau d'eau et de l'eau de terre. C'est-à-dire que nous allons avoir 4 natures élémentales correspondant à l'eau. Quand on parlait des élémentaux hier, par exemple, on a l'élémental global de tout ce qui est liquide. Dans cet élémental global, on a une part, une partie, une loge qui correspond à l'eau. Toutes les eaux. Bon. Mais dans ces eaux, nous aurons les élémentaux qui correspondent à l'eau du feu, l'eau de l'air, l'eau de l'eau et l'eau de la terre. Alors, qu'est-ce que c'est par exemple l'eau du feu? Une eau de feu, une eau chargée en feu. Comment? Du whisky. Ça peut être une eau de feu, un alcoolat. Quoi d'autre? Des geysers de volcan. C'est une eau qui serait particulièrement signée du feu. Difficile à aller chercher, parce que ce qu'il faut, c'est la récolte. De l'eau chaude? Comment? De l'eau de pluie, elle n'est pas faire forcément de l'eau de feu. Là, on cherche l'eau de feu. L'eau de pluie, on verra, c'est peut-être autre chose. L'eau des pluies acides, bon, on va éviter de la distiller. Et il y a des sources chaudes, là. Alors voilà, comme on disait tout à l'heure, des sources chaudes. Bon, ben, une eau chaude sera une eau qui sera plus signée du feu. Vous avez également, par exemple, l'eau d'orage. Bon, l'eau d'orage, c'est une eau de pluie, mais qui est spécifique, qui va être chargée en électricité. Donc en eau de feu, on peut considérer aller récolter de l'eau d'orage. Alors pour récolter une eau d'orage, il faut attendre qu'il y ait un orage. Alors comme disait Alain, les premières eaux qui vont tomber vont laver le ciel, donc elles vont être chargées de particules de pollution. Donc quand on veut récolter de l'eau d'orage ou de l'eau de pluie, on va laisser l'eau tomber du ciel pendant une demi-heure ou pendant une heure, de manière à bien laver l'atmosphère, et on ne va recueillir cette eau qu'après. Quand vous allez recueillir votre eau d'orage, vous allez attendre que l'orage tonne de manière exceptionnelle, et ensuite on va avoir un problème. Dans quel récipient allons-nous récolter cette eau? Alors, il faut éviter le métal, parce qu'un récipient en métal, tout ce qui va tomber dans ce métal, l'énergie qui va être dans l'eau, dans ce récipient métallique, va charger le métal. Et dans le liquide, on aura moins d'énergie. Donc c'est pour ça, par exemple, que les druides coupaient le gui avec une faucille en or. C'est pour ça que dans certains rituels, on a un couteau en pierre. Bon. De manière à éviter le fait que le métal absorbe l'énergie. Donc le récipient, ce sera du verre, ce sera du pyrex, voire du plastique, mais éviter le métal, de manière à conserver la charge énergétique
qui sera dans l'eau. Évitez également, quand vous avez votre eau, de la touiller avec une cuillère métallique. Parce qu'à ce moment-là, la charge énergétique va se retrouver dans la cuillère et non plus dans le liquide. Donc, j'ai mon récipient avec de l'eau. Il peut y avoir certaines impuretés. Donc, nous allons devoir, à partir de là, par exemple, filtrer cette eau. Sans la faire toucher avec quelque chose de métallique. Donc, pour filtrer l'eau, eh bien, nous allons par exemple utiliser un filtre à café en plastique, un papier à filtre, le petit récipient en plastique, et puis je filtre mon eau. Alors, ça c'est pour l'eau d'orage. L'eau d'air, qu'est-ce que ça pourrait être? L'eau de pluie. Voilà, c'est une eau qui tombe du ciel, donc c'est une eau. Alors, même caractéristique que pour tout à l'heure, on la récolte de la même façon. Alors c'est vrai que si je récolte mon eau de pluie la nuit de la pleine lune, c'est mieux peut-être qu'à un autre moment, en sachant que les correspondances naturelles de l'eau, c'est la lune, tandis que les correspondances naturelles du feu, ce seront plus le soleil. Donc je récolte mon eau de pluie, si je pouvais, à la pleine lune. Une eau d'eau maintenant. Alors ça peut être de l'eau de pluie, de l'eau d'air, ou pourquoi pas l'eau d'une cascade, qui est fortement chargée en ions négatifs. Donc intéressant aussi. Après, de l'eau d'eau. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'eau, une mare qui reste... De l'eau, une mare. Bon, c'est de l'eau stagnante. Voilà. Une rivière, un torrent, Ça peut être une rivière, ça peut être un torrent, ça peut être... C'est l'eau de terre, ça. Là, on est dans l'eau d'eau. Donc, rivière, fleuve. L'eau d'eau, ça sera une eau dans une grande quantité d'eau. La mer, par exemple. Une eau de mer, il y aura du sel. Vous savez que dans la mer, vous avez des rivières. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Il y a des courants d'eau, des rivières dans la mer, d'eau douce. Donc, l'idéal, par exemple, ce serait de mettre un scaphandre et d'aller chercher dans la mer de l'eau, de l'eau. Tu peux nous en ramener? Alors, eau de mer. L'eau de terre maintenant. la rosée. Alors, oui, idée, rosée. Source. On va la trouver sur la terre. Une autre source, tout à fait. Une autre terre, c'est une autre source. Surtout si l'eau que je capte jaillit de la terre, là où je la capte. Donc ce sera une eau qui aura circulé dans les profondeurs de la terre et qui va ressortir. Donc une eau signée, eau bien sûr parce qu'elle est liquide, et signée terre. L'eau de Lourdes, où est-ce qu'on la met? Ça c'est une eau chargée humainement par un peu par égrégore. Maintenant si c'est une autre source, c'est une eau de terre. Pas forcément, parce que c'est l'égrégore humain qui va la charger. Après bon, ça c'est des eaux naturelles. Après on peut avoir des eaux magnétisées, des autres types d'eau. Alors, question? Oui. L'eau de rosée. L'eau de rosée, c'est plutôt qu'une eau d'air, hein, parce qu'en fait, c'est la condensation? Ouais, c'est une condensation. C'est une condensation. Alors on peut la mettre en eau d'air, mais on la récolte quand même sur la terre. Donc sa dernière signature, ce sera une signature peut-être entre l'air et la terre. Parce que là, on a divisé, on a ouvert nos éléments une première fois, feu, air, eau, terre. Un petit peu haut. Et on a ouvert une deuxième fois nos éléments. Dans l'eau, on a le feu de l'eau, l'air de l'eau, l'eau de l'eau, l'eau de la terre. On peut ouvrir une troisième fois, c'est-à-dire on peut voir, mettons, l'eau de terre, l'ouvrir. Et dans les eaux de terre, on aura l'eau de rosée qui sera peut-être plutôt une eau d'air, et puis l'eau de source qui sera peut-être plutôt une eau de terre de terre. Donc après, c'est une méthode
je dirais qu'on peut employer pour ouvrir cabalistiquement un réservoir magique. Et plus on va ouvrir loin, c'est-à-dire par plusieurs ouvertures, et plus on va pouvoir toucher au cœur de ce qu'on manipule. Bon, là, on va s'arrêter au 2e degré parce que c'est déjà intéressant. Alors, si j'ai de l'eau de mer, bah c'est bien, mais le problème, c'est que je vais avoir de la présence de sel. Alors, je peux, mettons comme le sérum du docteur Quinton, récolter mon eau de mer dans un lieu non pollué, etc., et puis la mettre à charger. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, mon eau de mer, elle sera polluée. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir la distiller une fois, de manière à la désaliniser et à en retirer les pollutions. Donc, petite distillation. Alors, sinon, bon, au lieu d'avoir de l'eau de mer, on va prendre de l'eau de pluie. Hein. On fait au mieux. Par contre, ceux qui veulent pousser plus loin vont pouvoir utiliser une eau qui sera distillée une fois. Et puis, si vraiment vous voulez pousser votre charge, vous allez pouvoir la distiller plusieurs fois. Alors, quand on fait ce genre de distillation, il faut une distillation la plus lente possible. C'est-à-dire qu'il faut que la température du liquide ne dépasse pas 70 degrés. De manière à ce que la matière ait le temps de s'écarter, de s'ouvrir pour s'évaporer et pour retomber. Et dans ce phénomène d'ouverture, il va y avoir des charges d'énergie qui vont pouvoir s'y fixer. Le principe de ce type d'alchimie, c'est d'avoir un liquide, si c'est un liquide, avec la plus grande qualité possible. Plus mon liquide sera qualitatif sur le plan d'énergie, et plus il pourra emmagasiner une quantité d'énergie importante. Donc, en travaillant une matière concrète, j'attire quelque part des énergies spirituelles dedans. C'est pour ça que nous, en travaillant notre matière concrète, c'est-à-dire notre corps dans le sens de l'esprit, on va aussi attirer une matière spirituelle. Donc c'est encore une fois, ça c'est le 4, et ce qui va s'y passer, ce qui va s'y produire, c'est un 3, c'est-à-dire c'est un esprit qui va y descendre. Alors il y a des gens qui se sont amusés à distiller de l'eau pendant des dizaines d'années, la même eau. Alors c'est sûr qu'à chaque fois ils en perdent un petit peu, mais cette eau devient particulièrement puissante, et il faut même parfois éviter de l'absorber. Parce qu'au-delà de... On peut s'en servir comme eau d'aimantation, par exemple dans un oratoire, pour aimanter. Donc il y a une ouverture qui se crée, et il y a une aimantation. Bon, le séminaire portant pas tout à fait là-dessus, on va passer, mais c'est une technique extrêmement intéressante, cette distillation d'eau. La seule difficulté, c'est que ça demande un système pour chauffer, une cornue et un vase récepteur. Bon, le vase récepteur, il est simple. Par contre, la cornue est très difficile à trouver. Surtout qu'actuellement, nos amis de là-bas, qui font sauter plein de choses, rendent les vendeurs de cornues très suspicieux quand on veut acheter du matériel de laboratoire. Évidemment, parce qu'avec une cornue, on peut distiller de l'eau, mais il y en a d'autres qui vont distiller autre chose. De l'alcool encore, c'est gentil, mais... On peut trouver ça, vous connaissez un verrier, bon, on peut vous faire une cornue, vous distillez de l'eau, vous risquez pas d'avoir de gros problèmes. Alors, vous pouvez également, comme tu disais, pourquoi pas du whisky ou de l'alcool, de l'eau de feu. Bon, alors au lieu de l'eau de feu, si on a un petit laboratoire de spagyrie, on peut très bien distiller, extraire un alcoolat d'une plante. Cet alcoolat va être distillé peut-être plusieurs fois de manière à l'amplifier sur le plan énergétique, et ensuite on va le placer sous sa pyramide. Et là, il va prendre une charge beaucoup plus importante que si simplement on n'avait fait que les distillations. Notre ami qui fait les blasons, là, notre ami héraldiste,
travaille également en spagyrie depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Bon, et il a fait des expériences, justement, avec une pyramide, et il s'est amusé, par exemple, à distiller certains produits, ensuite les faire faire un séjour sous la pyramide, puis les reprendre, les redistiller, reséjour sous la pyramide, reprendre, redistiller. Bon, il augmente la maturation du produit dans de grandes proportions, donc c'est un gain de temps avec ce genre de préparation. Ce qu'on s'est amusé aussi, donc comme je vous l'avais dit ce matin, c'est de prendre un élixir qui ne fonctionne plus, sorti il y a 4 ans d'un laboratoire de spagyrie et qui n'a plus d'effet par manque de puissance. En le remettant sous la pyramide, on le réactive, il est parfois même plus puissant qu'avant. Il y a aussi quelques expériences qui ont été faites sur certaines teintures, et le fait de placer la teinture dans la pyramide, à l'endroit de la chambre du roi, pendant 1, 2 ou 3 lunaisons, on a eu un changement de couleur de la teinture qui est passée de vert au rouge. Bon, ça, c'est des travaux très spécifiques et très pointus. Mais ça signifie qu'on a presque la preuve qu'une charge énergétique considérable permet d'avoir une modification physique de l'objet qui est mis en dessous. Alors un liquide, c'est plus facile. Une teinture, on peut voir un changement de couleur ou un changement dans les teintes. Bon, un objet, on le verra moins. Nous, en fait, tous ici, on se servira de cette pyramide dans des attendus moins spécifiques. Question, oui. Est-ce que tu l'as déjà observé sur des graines de germination? Est-ce que ça a une influence? Logiquement, ça a une influence sur la germination des graines. Mais ça, c'est logique. Je ne l'ai pas expérimenté. Mais bon, à la limite, faites des expériences et puis passez un coup de téléphone ou envoyez des comptes rendus. Puis comme ça, tous ensemble, on va pouvoir échanger des informations et faire une recherche qui ira beaucoup plus vite que s'il n'y a que moi ou que s'il n'y a que vous qui fassions cette démarche. Donc, élixir alchimique, on obtient des résultats. Alors hier, on avait vu également que l'orientation de la pyramide est importante. Donc, quand vous allez devoir travailler, vous cherchez le meilleur endroit et vous allez d'abord poser le socle, près d'une fenêtre, voire dehors. Vous orientez une arête au nord, bon, vous avez bien sûr le temps de mettre tous les nombres, vous orientez le 5 arête plein nord avec une boussole, et au pendule, ou à la main, ou à la sensation, vous allez corriger légèrement l'orientation, en fonction du lieu, en fonction de ce que vous allez ressentir. Donc vous corrigez l'orientation. Vous placez votre objet à charger, et vous mettez ensuite votre pyramide par-dessus. Vous n'y toucherez plus durant toute la durée de la charge. À partir de là, selon ce que vous voulez faire, vous allez réciter votre poème, votre petite invocation que vous aviez réalisée préalablement. Alors je préfère que vous fassiez, vous, votre invocation, plutôt que d'en donner une, d'en faire une pour tout le monde. Parce que celle que vous allez créer, ce sera la vôtre, vous y mettrez votre cœur et vous y mettrez votre philosophie, alors que celle que je vais créer, ce sera la mienne, qui fonctionnera peut-être bien pour moi, mais pas forcément bien pour vous. C'est pour ça que dans tous les systèmes de rituels, très souvent, on attend le rituel tout fait qu'on va pouvoir appliquer à la lettre, et très souvent, c'est pas comme ça qu'on doit travailler, on doit concevoir soi-même son rituel avec les éléments dont nous disposons. Donc, vous faites votre prière, et vous allez enclencher donc une charge d'intention, c'est-à-dire que votre objet, vous allez pouvoir le charger d'une énergie, je dirais neutre, amplifier sa nature, mais vous allez également pouvoir le charger d'une intention précise. Je veux que tel médicament soit profitable à telle personne. On peut charger des remèdes homéopathiques, on peut charger tout un tas de choses. Et c'est là que nos amis radiesthésistes vont pouvoir entrer en action. Alors qu'on soit radiesthésiste ou non, on peut très bien réaliser cette technique. C'est-à-dire pratiquer une charge d'intention supplémentaire au pendule. Alors ça, c'est ce qu'on disait ce matin également pour accélérer le phénomène. Parce que une graine, ça met 80 ans à pousser, mais moi, j'ai pas 80 ans. Oui, André ?
Est-ce qu'on peut enlever les effets secondaires des médicaments? Alors, peut-être. Je pense que oui, à tester. Logiquement, ça va rééquilibrer. Donc oui. Mais là, je n'ai pas fait l'expérience. Alors, quel pendule utiliser? Un pendule, voilà, un pendule tout simple. Il n'y a pas les couleurs celui-là. Bah bon, il y a ceux qui ont les couleurs, c'est encore mieux, mais vous prenez un pendule, vous prenez le pendule avec lequel vous êtes habitué à travailler. Alors bien sûr, on peut amplifier, je dirais, la technologie. Alors si vous êtes un petit peu bricoleur, voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous fabriquer un pendule égyptien, en fait. Alors, une forme qui fonctionne bien, c'est la forme d'un fuseau. Et vous mettez la ficelle. Si on veut créer un pendule spécifique du 36, pour amplifier encore cette technique de travail, vous prenez un fuseau, vous allez d'abord le couper en deux. C'est-à-dire qu'on va reproduire les mêmes structures géométriques que dans la pyramide, que dans le carré, que dans le 36. La structure d'en bas sera bleue. Vous recoupez en deux. La seconde sera verte. Vous recoupez en deux. Vous aurez ici du jaune. Vous recoupez en deux et vous avez orange et rouge. Avec une ficelle rouge, c'est préférable parce que dans la symbolique, le rouge c'est l'éther et le dieu du système, eh bien c'est le radiesthésiste. Le pendule est la créature, le radiesthésiste est le dieu. Donc il va être rattaché avec un fil rouge. Vous aurez à partir de là des proportions, bleu, vert, jaune, orange, rouge, et les couleurs qui correspondent à la pyramide. Maintenant, un pendule égyptien fonctionne très bien aussi. Après, c'est une question de nature personnelle. Le pendule nous permet d'entrer en résonance avec l'objet de la recherche. Donc en fait, on peut utiliser le pendule de deux manières différentes. Alors un pendule, ça peut être aussi un anneau, une boucle d'oreille ou une alliance mise au bout d'un fil. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément tout le matériel, il faut commencer par des choses très simples. Ou un gland de rideau, là, vous mettez ça au bout d'une ficelle et puis... Quand j'étais plus jeune, je faisais retrouver de l'eau avec un manchon de tuyauterie et une corde. Voilà, bon, ça c'est le gros pendule. Une grosse corde et un seau. Voilà, on peut même mettre un seau au bout d'un... Mais le pendule, c'est pour ça qu'on peut le faire. On peut le faire avec n'importe quoi. Voilà. Alors le pendule, soit je vais lui poser des questions et il va me répondre par oui ou par non, soit je vais le laisser tourner tout seul sans lui poser de questions. Si je lui pose des questions, ce sera un pendule qui sera plus récepteur. Je fais une recherche, donc j'essaye de capter des informations. Mon inconscient connaît ces informations. Le pendule ne me sert qu'à décoder les informations qui sont dans mon cortex. Je sais si sous mes pieds il y a de l'eau ou s'il n'y a pas d'eau. Enfin, je le sais inconsciemment, mais mon mental n'en a pas connaissance. Alors je vais demander à mon pendule, en général non, je demande à mon pendule s'il y a de l'eau. C'est moi qui vais répondre, en fait. C'est mon corps, c'est les légers tressaillements de mes doigts qui vont faire tourner le pendule vers la gauche ou vers la droite. Donc je me pose la question à moi-même. Par contre, s'il tourne dans un sens, je me réponds à moi-même oui, et s'il tourne dans l'autre sens, je me réponds à moi-même non. Mais la plupart de nos concitoyens ne savent pas par intuition directe s'il y a de l'eau sous mes pieds ou pas. Certains oui, bien sûr, mais bon. On travaille, c'est possible, oui. Mais on travaille sur le plan
de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, ça c'est l'aspect récepteur. Bon. L'aspect émetteur, alors il y a un aspect émetteur et un troisième aspect qui est l'aspect neutre. L'aspect émetteur, c'est je veux telle chose. Alors je prends un objet, une médaille, quelque chose qui va absorber une énergie, et je pense à ce que je veux. Et mon pendule va entrer en giration, en balancement. Donc, dans cette situation, je vais charger avec mon pendule, qui sert de vecteur énergétique, je vais charger l'objet de mon magnétisme, et le pendule sera une espèce de vecteur. Ce sera une aide, une béquille, dont on peut se passer, mais ça peut être intéressant de le travailler comme ça. Donc, je me concentre sur ce que je veux. Alors, je prends une bouteille de vin, comme dans les anciens grimoires, et puis je la charge pour la faire boire à mon voisin, pour obtenir tel ou tel effet. Alors ça, c'est un petit peu de la sorcellerie. Sauf si je veux y mettre une impulsion de guérison. Par exemple, je charge une bouteille de vin pour qu'il arrête de boire. Pourquoi pas? Et là, je le piège. Ça, c'est utile. Alors, je me concentre pour charger. Bon. Il y a une troisième possibilité, c'est de me mettre simplement en résonance avec l'objet de la recherche et à faire tourner mon pendule sans chercher à penser quoi que ce soit. Donc, sans poser de questions et sans imposer une pensée particulière. Et à partir de là, je me mets en résonance avec l'objet de la recherche. Alors, si je prends mon carré et que je mets mon pendule au-dessus du carré et que j'attends, je fais le vide intérieur, le vide mental, eh bien, je me place par ce moyen en résonance avec le carré, avec les couleurs et avec les nombres. Alors, selon l'objet de ma recherche, si je cherche par exemple sur un vieux pentacle issu d'on ne sait quelle magie, je risque de me mettre moi en résonance avec des forces négatives ou avec des forces maladives, momifiantes, vampirisantes, et là je risque de tomber malade si je le fais trop souvent. Et si je me mets en résonance avec des forces de vie, eh bien il va se passer autre chose, je vais entrer en résonance avec cette vie. Donc c'est une technique qui est particulièrement délicate à manipuler, en ce sens qu'elle met l'opérateur en résonance avec l'objet de la recherche. Encore mieux que quand on pose une question ou que quand on impose sa volonté. C'est totalement passif. C'est exactement ce que font les hindous quand ils entrent en méditation devant un mandala. Alors ils placent le mandala au mur devant eux, ils se mettent dans une position confortable, ils regardent leur mandala sans penser à rien, donc en faisant un vide intérieur complet, et ils attendent. Ils sont en état de vacuité, ils sont éveillés, mais avec une non-pensée. Et là, il y a des échanges qui peuvent se faire. Alors, selon le mandala sur lequel je vais méditer, je me fais vampiriser ou je me recharge. C'est pour ça qu'il est déconseillé de méditer, par exemple, sur la photo de maître X ou de maître Y, même si ce sont de grands saints hindous, vivants ou morts, parce qu'on va se mettre en résonance avec eux. Et qui va être le vampire de l'autre? Donc toujours quand même aller dans ces choses-là avec précaution. Par contre, je veux charger mon objet d'une nature spécifique. Donc j'ai mis mon objet ou sur le carré ou dans la pyramide. Et puis, je commence par me mettre en résonance avec. Donc je ne pense à rien et je laisse le pendule bouger. Ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Puis à un moment, je vais sentir que c'est cuit, que c'est bon, que je vais pouvoir passer à la phase plus active. Donc le fait d'entrer en résonance, c'est comme quand on fait le numéro de téléphone d'une personne sur son téléphone. Et quand je l'ai au bout du fil, à ce moment-là, je vais lui parler. Donc je vais passer en phase active. Première phase, phase passive. Et deuxième phase, je continue à laisser le pendule se promener tout seul, mais je pense à ce que je désire obtenir. Que cette eau soit salutaire pour telle personne.
et mon pendule va entrer en gyration. Alors curieusement, si je suis bien dans ma méthode, il va se mettre à tourner. Et je vais dire, tiens, c'est curieux, là, il se met à tourner. Bon, là, je ne pense pas à grand-chose, mais il tourne de plus en plus. C'est moi qui le fais tourner. Ce sont mes doigts, ce sont mes contractions nerveuses. Mais ça veut dire également qu'il y a une forme d'énergie qui est en train de s'échanger entre moi et la bouteille, ou moi et la pyramide, ou moi et l'élément. Et puis à un moment, ça s'arrête. La charge est finie. J'arrête. Je retire mon pendule et je laisse sous ma pyramide. C'est-à-dire que par cette méthode, par ce moyen, j'ai donné une impulsion à ce que je voulais obtenir et puis après, ça va fonctionner tout seul. Alors, la volonté a-t-elle une incidence là-dedans? Il y a plusieurs choses qui vont avoir une incidence. Quand je suis en état de neutralité, c'est comme quand hier, on s'amusait à faire des recherches sur les carrés, avec la main, sauf qu'on avait utilisé uniquement la main, sans le pendule. Je me mets en résonance. Et comme nous avez dit un certain nombre d'entre vous, j'ai chaud, j'ai froid, je me sens mieux, là je me sens pas trop bien, j'ai de l'énergie, il se passe des choses. Ce sont des échanges énergétiques du fait de la recherche. La volonté, elle va intervenir dans la deuxième partie, quand je vais vouloir un effet précis. Et quand je vais vouloir un effet précis, je ne vais pas devoir me concentrer en fronçant les sourcils, en serrant les poings et en disant « Je veux que mon voisin arrête de boire. Je veux que mon voisin arrête de boire. » Et je serre les dents et j'essaye de le visualiser arrêtant de boire. Bon, c'est pas tout à fait la bonne concentration. Ça, c'est la concentration, je dirais, du sorcier empirique qui peut obtenir quelques résultats par ce moyen. Mais là, ce qu'il faut, c'est entrer en résonance, entrer en harmonie. Ce sera beaucoup plus puissant. Donc, ma volonté s'exprimera par le fait que je dois voir ce que je veux obtenir sans, comme une diapositive projetée sur le mur, de bonne qualité, mais en utilisant en fait mes énergies accumulées précédemment par les respirations ou par d'autres techniques, et en étant d'une certaine neutralité. Donc je suis neutre, mais chargé d'énergie, et je veux obtenir une chose. C'est un petit peu comme le maître de tir à l'arc, zen. Il prend son arc, il prend sa flèche, il y a la cible à 50 mètres, et puis il bande son arc. Il ne regarde pas la cible parce que ça ne l'intéresse pas. Bon. Et il médite. Il faut quand même garder la tension au niveau de l'arc, donc c'est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de musculation. Il garde son arc en tension et il médite sur 3 choses en même temps. Il s'identifie à la flèche et il s'identifie à la cible. Quand ces trois éléments sont synchronisés, sont simultanés, sont identifiés en un point unique, le tireur, la flèche, la cible, il n'a plus qu'à écarter les doigts et la flèche va immanquablement se ficher au centre de la cible. Il n'a pas à regarder avec ses yeux. Et le vrai maître zen, il décoche sa flèche, puis après il ne regarde pas le résultat parce qu'il sait. Donc il s'en va. On va dire c'est rare. Alors la vraie méditation, le vrai décochement de la flèche dans notre pyramide, c'est simple. Je me mets en état de résonance et de calme intérieur. Je vois ce que je veux obtenir et comme je suis chargé d'énergie, eh bien, je vais l'induire. Mon pendule opère le transfert d'énergie, donc le transfert de l'information. C'est pas tellement une question de volonté, là, c'est plutôt une question de transfert d'information et de netteté de ce que je veux obtenir. Et une fois qu'il s'arrête de bouger, je passe à autre chose. Là, je peux aller regarder le match de football à la télévision. Parce que je vais devoir également ne plus m'intéresser à ce que j'ai lancé. Exactement comme le maître zen ne s'intéresse pas de savoir si la flèche a été se ficher dans la cible. Il le sait. Donc on lance, et ensuite c'est la pyramide et la structure énergétique et la lune
et le soleil et tout ce qui va énergétiser mon objet, qui va continuer le travail. C'est comme presque un rituel permanent, sauf qu'on l'a lancé avec une technique de radiesthésie. Alors il y en a un autre qui va nous dire, par exemple, bah oui, mais moi, je n'ai pas besoin de pendule pour le faire. Oui, on va le faire selon sa structure. Mais le système du pendule est bien parce que ça permet d'avoir une béquille. N'oublions pas que nous sommes tous des unijambistes, des borgnes, des estropiés de l'esprit. Donc le pendule, ça nous aide. Par contre, un jour, si vous le faites régulièrement, vous pouvez ne plus avoir besoin du pendule. Et puis un jour, vous pouvez ne plus avoir besoin de la pyramide. Quand vous serez devenus tous des grands sages, des personnages uniques. Mais restons les pieds sur terre. Nous sommes déjà unis. Voilà, on est déjà uniques, mais ayons conscience surtout de nos iniquités, parce que se prendre pour un grand sage n'est pas être un grand sage. Alors, je n'en suis pas un, vous n'en êtes pas, donc... Ah, quelqu'un n'est pas d'accord? Si, unique mais pas sage. Unique mais pas sage. Alors c'est vrai que nous avions à un moment mis au point des petits pendules un peu liés au 36. Bon, on avait fait un séminaire là-dessus. Si vous faites votre pendule, vous le peignez comme je vous ai expliqué, eh bien ils sont plus en résonance avec le 36. Donc l'information passera mieux, mais pour ce travail spécifique. Parce que plus vous allez signer un objet de manière spécifique, et moins il va pouvoir être utilisé pour autre chose. Donc je préférerais par exemple, si vous avez un pendule que vous fabriquez comme ça, que vous ne l'utilisiez que pour le 36, et non pas forcément pour d'autres recherches. Il sera peut-être moins bon pour chercher une source d'eau, mais meilleur pour trouver un nombre. Donc, charge d'intention, faire tourner au-dessus du liquide le pendule sans intention, entrer en résonance, émettre sa volonté, et là on a de manière classique une modification des gyrations. Alors, vous avez également sur votre table 8 directions, nord, est, sud, ouest, et puis les directions intermédiaires. Vous avez donc également une sorte de grille sur laquelle votre pendule peut faire ses balancements. Alors il y avait un certain groupe d'études qui avait fait des recherches sur tout un tas d'éléments de cette nature. Il y a quelques années, bon, il y a eu quand même de gros dégâts parce que c'était une recherche sur des structures qui étaient d'anciennes structures, par exemple d'anciens symboles alchimiques, d'anciens symboles magiques, d'anciennes structures égyptiennes, etc. Et à partir de là, on se met en résonance. Évitez par exemple de faire des balancements de pendules sur le masque, sur la photo du masque de Toutankhamon, parce que vous allez vous mettre en résonance avec un phénomène momificateur et vampirisateur. Évitez tout ce que vous ne savez pas, enfin, évitez tous les éléments dont vous ne connaissez pas précisément l'origine. Hein, de manière générale. Avec beaucoup de prudence. Ensuite, vous laissez le pendule s'arrêter tout seul et vous laissez mijoter le temps nécessaire. Alors pour certains, si on veut accélérer encore le processus, nous pouvons tous les jours recommencer l'opération. C'est-à-dire que j'ai chargé ma bouteille hier, et puis aujourd'hui, je reviens sur ma bouteille et je remets un petit coup de charge. C'est-à-dire que je me mets à nouveau en état de résonance avec la structure pyramidale, je ne pense à rien, je laisse tourner, et quand je sens que je suis en résonance, eh bien je commence à émettre une volonté. Je veux charger cette eau pour guérir telle personne. Et puis ça va tourner. En général, si ça tourne violemment, c'est que ce n'est pas chaud, c'est que ce n'est pas fini. Et puis quand ça s'arrête de tourner, c'est que c'est terminé. Le travail est terminé. Alors j'attends. Je commence à avoir chaud, je ne sais pas si c'est le chauffage ou autre chose. J'espère qu'il va s'arrêter bientôt parce que... Et puis on va dire qu'il s'arrête. Hop. Et c'est terminé. Alors, selon vos structures et vos natures, évitez
faites-le, comme on disait hier, plus ou moins intensément, parce que comme on a tous aussi nos nœuds énergétiques, il ne s'agit pas de se trouver débordé par une forme d'énergie. Oui? Quel est Question? votre processus de pensée lorsque vous voulez bénir de l'eau? Bénir de l'eau. Si vous pouvez me répondre, si vous voulez pas. Si je veux bénir de l'eau en tant que laïc, la magnétiser fortement, je dirais, à ce moment-là. Je vais penser selon ce que moi je crois être de l'eau bénite. Mais je vais personnellement toujours essayer d'y mettre de la métaphysique. C'est-à-dire l'eau bénite, c'est quoi pour moi? Bon, c'est une eau qui va être purifiante, d'accord. Mais bon, juste vouloir de l'eau bénite ou de l'eau exorcisée, ça ne me suffit pas. De l'eau bénite, c'est de l'eau salée. On a béni l'eau, on a béni le sel, on mélange les deux et on refait une bénédiction. Pour moi, l'eau, ça correspond au Père imprononçable, qui est au-delà des cieux. Donc, quand je vais intégrer une bénédiction de l'eau, je vais penser à ça. Pourquoi? Parce que dans ma conception, l'eau est translucide. Elle est transparente. Donc, elle est un élément plus subtil, par exemple, que le vin. Donc, quand je mélange de l'eau et du vin, comme à la messe, bien pour moi, l'eau, ce sera le Père Tout-Puissant, et le vin, ce sera plutôt le Fils. Et l'hostie, encore autre chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une structure derrière. Et plus il y a une structure qui monte haut dans les architectures, plus ce que vous allez faire descendre sera puissant et plus vous allez fixer l'énergie. Donc pour moi, de l'eau bénite, parce que c'est l'eau qui sert au baptême, c'est l'eau qui va servir à certains exorcismes, c'est l'eau purificatrice, alors que le vin qui est dans le calice, il est plutôt porteur de vie éternelle. Donc c'est une nature différente des choses. Mais quand on communie à une messe, il y a les trois plans. L'eau, le vin, le pain. Mais quand je mets une goutte d'eau dans le vin, je ne la vois plus. Et pourtant, elle y est. Donc c'est la partie la plus petite, c'est le iota, ou c'est le iode. C'est la partie invisible que je mets dans mon vin et qui s'y dissout. J'ai l'impression qu'elle s'y dissout. Mais c'est peut-être la graine fécondante qui va se retrouver dans une structure plus importante et qui sera invisible. Dieu est invisible, je ne le vois pas. Par contre, je vois la matière. Donc souvent, ce que je ne vois pas sera plus puissant, sera d'un niveau supérieur à ce que je vois. Autre question? Oui? Tout à l'heure, on a parlé de la cible, Oui? de la flèche et de la cible. Donc, on a dit qu'on visualise la cible, mais on peut, disons, la cible la rendre plus concrète, par exemple en dégageant un plasma, disons, pour lui donner un corps, et alors là, disons, la cibler à l'endroit qu'on veut, comme si c'était quelqu'un de vraiment existant. Alors déjà, la cible, c'est, dans le terme que j'ai employé, ce que je veux obtenir. Donc la cible, ce n'est pas mon voisin, la cible, c'est la guérison de mon voisin. C'est ça que j'entends en tant que cible. Donc je vais, tout en me mettant en résonance, eh bien, visualiser mon voisin est guéri. Il est guéri, il saute de joie. Et nous dirons plus de la visualisation de mon voisin. Est-ce que je peux lui fabriquer un corps, disons, Faire une petite machine à l'intérieur de la un pyramide. plasma, disons, pour dégager. Je dirais que chacun fait comme il le ressent. Je n'en ressens pas l'utilité pour moi. Maintenant, le principe du pentacle, c'est de marquer sur un objet l'objectif à obtenir, de le tracer concrètement, de manière à ce que notre pensée s'incarne dans la matière. Donc, il y a différents stades. Je dirais, oui, si tu le ressens comme ça, on peut le ressentir autrement, on peut marier différentes choses. On peut imaginer un plasma, on peut très bien magnétiser d'abord l'eau, la magnétiser, et puis imaginer qu'il y a un plasma qui se dégage dans l'eau qui se trouve à l'intérieur. Bon. Dans le concret subtil quand même. Ouais. Dans le concret subtil. Un plasma, c'est un magnétisme. On ne le dégage pas forcément des mains, on peut le dégager de l'autre endroit du corps. Oui, on le place, on le met, et à ce moment-là, après, on peut le confirmer, tout comme il y a le baptême et la confirmation. On le reconfirme, par exemple, avec le pendule. Tous les modes d'emploi sont bons. Ce qu'il faut, c'est trouver le sien. Oui. Est-ce qu'on peut renforcer ce que tu expliques là avec le processus du son, avec les sons accordés de chaque élément?
Alors, je peux réciter un mantra. Après, ça va être une gymnastique. Il faut que je sois en état de vide intérieur. Il faut que mon pendule tourne. Il faut que je visualise en même temps simultanément ce que je veux obtenir. Et après, je vais rajouter un son. Je peux faire un son, pourquoi pas? Ça va être une vibration supplémentaire. Alors, je peux dire... Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que le son perturbe ma pensée, de manière à couper la neutralité. Donc des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Vouloir trop bien faire, c'est des fois mal faire. Par contre, je vais peut-être ne pas utiliser le pendule, utiliser la visualisation et faire, je sais pas, mon voisin par exemple est signé du 21. 21, c'est du jaune, c'est I dans le 36. Donc je veux dire, mais si ça m'aide à me concentrer. Donc on est un certain nombre, on aura d'autant de manières et de modes d'emploi différents. Donc tout est possible. Ce qu'il faut, c'est que ça s'harmonise et qu'on sente une efficacité. Oui. Le 21, c'est le I. Ça veut dire que le champ des voyelles en question a des rapports avec les couleurs. Voilà, c'est-à-dire quand on fait la respiration, on va prononcer le vocable A, E, I, O, U. Bon. On n'appelle pas le 36 quand on fait ça. C'est plutôt un espèce de mantra énergétique global. On pourrait dire le Aum de certains orientaux. Mais le Aum, c'est tout simplement le Aeoum dont on a vidé les entrailles. Donc je préfère qu'on fasse la totalité du mantra plutôt qu'une partie. Et de plus, ça va nous entraîner également à vibrer le 36 et à faire un certain nombre d'autres choses. Mais quand on fait cette respiration, on n'entre pas directement en résonance avec le 36. Sauf si on le veut mentalement. Si quand je suis en train de respirer, quand je fais A, je visualise l'éther. Quand je fais le feu, I, l'air, O, l'eau et OU, la terre, bah c'est vrai que je vais me mettre en résonance quand même avec le 36, de manière globale. C'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice est uniquement énergétique et tellurique. Autre question ? Donc, charge d'intention. Donc, tous les jours, pendant une semaine, si c'est une semaine, pendant un mois, si vous le désirez, vous remettez un coup de pendule pour réactualiser le message. Mais si vous pensez, si vous êtes intimement convaincu que la première fois est suffisante pour lancer l'impulsion, inutile de recommencer tous les jours. Donc, c'est un système à adapter et surtout à ressentir. Maintenant, on a vu donc la charge d'un liquide. On peut voir aussi d'autres types de charges. Je veux par exemple charger un cristal ou un bijou opératif. Alors, est-ce que je veux placer dans cet objet une charge intentionnelle ou est-ce que je veux simplement disposer d'un réservoir d'énergie? Bon. Et encore une fois, c'est selon. Et selon ce que je désire obtenir, je vais utiliser une méthode différente. Pour charger un cristal, on a vu hier que nous devions calculer la hauteur du cristal, la hauteur du support, de manière à avoir globalement dans notre pyramide, enfin dans notre objet, j'ai ma pyramide, j'ai mes lignes de force, j'ai mon support, et j'ai mon objet sur le support. Donc le support est toujours transparent, tandis que l'objet, lui, peut être opaque. Je vais monter un petit peu le schéma pour mieux le voir. Donc je calcule la hauteur. Je place mon objet à charger. Alors déjà, bien sûr, tout objet doit être nettoyé. Si c'est un cristal que je viens d'acheter ou si c'est un cristal que j'ai utilisé pour une autre manipulation, je vais d'abord, 1, l'exorciser, comme on a vu ce matin, 2, le consacrer avec le rituel, donc 4 exorcismes et 3 consécrations.
et je le place dans ma pyramide. Et à partir de là, soit j'en fais simplement un réservoir d'énergie et je ne lui mets aucune intention, et à ce moment-là, pas besoin d'utiliser le pendule ni quoi que ce soit, je le mets à charger. Si je veux faire un petit peu mieux, eh ben, je vais me concentrer sur le fait que l'objet se charge avec mon pendule. Donc je me mets au-dessus, et la seule intention que je peux donner, c'est l'objet va se charger des énergies nécessaires. Voilà. Et je laisse le temps qu'il faut, et après je le récupère. Oui? Permettez de pentacle. Dans le cadre d'un pentacle. On va le voir, alors attends. Pentacle personnel, bah, c'est juste le paragraphe suivant. Une autre question, c'est Oui. lorsque l'opération est terminée, vous allez donc Récupérer l'objet, oui. support. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention, parce que c'est donc un grand four précis de nettoyage, Oui. est-ce qu'il n'y a pas des précautions à prendre pour ne pas choper certaines... ou est-ce que le four est auto-nettoyant? Le four est auto-nettoyant et il est auto-nettoyant également tout autour de lui. Parce que comme c'est une vibration de vie, je dirais on a notre pyramide, et ça on l'a déterminé un peu hier, il y a une espèce de champ qui se fait autour, et qui fait que dans ce champ, c'est quand même une ambiance positive et nettoyée. Donc même si c'est... Alors c'est dans le cadre par exemple d'un objet chargé négativement. Voilà. Là j'ai un cristal sur lequel j'ai fait des rituels, ou qu'on m'a confié, ou un bijou maléficié, ou quelque chose, je veux le décharger. Là on ne va pas s'y prendre de la même façon, parce que ça la pyramide c'est pour charger. Même si c'est auto-nettoyant, ça va mal décharger un objet. Donc je vais d'abord avoir la nécessité de le décharger. Si c'est un cristal, le mieux c'est de le laisser dans une rivière courante pendant un certain temps. Une journée, une semaine, un mois. Donc il y a le bijou de la grand-mère, les diamants de la grand-mère sont chargés négativement. Je les mets dans la rivière, dans une eau courante, de manière à faire masse. Bon, une fois que la charge énergétique aura été complètement dispersée dans la rivière, j'aurai toutefois encore le signal, c'est-à-dire j'aurai diminué la puissance de mon objet à décharger, mais je n'en aurai pas forcément annulé le signal. Pour annuler le signal, l'exorcisme qu'on a vu ce matin est très bien, ou un exorcisme plus long que vous trouverez ailleurs, bon, et vous faites un bon exercice pour éliminer le signal. Et à partir de l'instant où le signal négatif est éliminé, on peut le mettre à charger dans la pyramide. Là, ça va peut-être finir de nettoyer les petits recoins qui pourraient encore avoir une charge négative. Autre chose que l'eau. L'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. La terre aussi. Mais la terre n'entraîne pas. La terre fait simplement masse. Donc si j'enterre les bijoux de la grand-mère, alors c'est pareil si je les enterre ou si je les mets dans la rivière. Est-ce que je dois les mettre dans la rivière dans une boîte étanche ou est-ce que je dois les laisser l'eau courir dessus? Ben, si c'est dans une boîte étanche, je vais limiter les échanges énergétiques. Donc ce sera beaucoup plus long. Le sel, par On exemple. pollue la rivière quand même. On pollue la rivière, mais énergétiquement, donc on fait masse. Donc à partir de là, il n'y a pas de pollution de la rivière. Le sel, L'eau entraîne. Le sel, c'est valable pour... ou la terre, oui. Bon, le sel, oui, ça peut être valable pour les petites charges négatives. Mais si c'est un bijou réellement maléficié, il va falloir quand même faire de gros efforts pour le décharger. Donc le sel, c'est bien. Mais tout dépend de l'intensité de la charge négative et de sa puissance. Donc si votre pendule est un peu chargé négativement, bah, vous le mettez dans le sel pendant une nuit, ou vous faites un petit rituel d'exorcisme, ce sera largement suffisant. Par contre, si c'est un objet qui a été, mettons, qui revient d'Afrique, qui a été chargé, un masque africain chargé par des rituels de sorcellerie pendant des années ou des dizaines d'années, là, celui-là, il va rayonner. Donc il va falloir trouver des méthodes drastiques pour le nettoyer, voire le détruire si on ne peut pas faire autrement. Dans l'histoire d'Amityville et la maison du diable, ils ont fini par brûler la maison pour
éliminer les charges de l'endroit. Alors, l'idée de pollution de la rivière, de toute façon, s'il y a une pollution sur l'objet, tout ce qui va être en contact avec l'objet va être pollué. Le principe de la dépollution, c'est un principe de masse. C'est que la nature recycle les choses. La nature va recycler notre corps une fois qu'on sera décédé. Tout va se refondre, on va se transformer en liquide, en nitrate, en phosphate, en gaz, etc. Et toute la nature va tout recycler. Donc, dans une pollution énergétique d'un objet, ça va être la même chose. On va le mettre à la nature. Alors, l'enterrer, je trouve que c'est moins bien. Le placer dans une rivière, c'est personnellement ce que je préfère. Maintenant, le suspendre dans un endroit où il y a des courants d'air, dans un endroit très venté. Pourquoi pas? Mais je crains que le vent ait une structure plus subtile et le décharge moins bien. C'est ma pensée, attention. Maintenant, il y a aussi la possibilité de le chauffer, si on peut le chauffer, parce que la chaleur va avoir tendance aussi à détruire tous les rayonnements. Alors, si c'est un objet métallique, on peut le chauffer. Je ne sais plus jusqu'à quel degré ça déstructure, parce que ceux qui font un petit peu de la thérapie, de l'homéopathie, doivent mieux savoir ça que moi. Mais par exemple, quand on a des médicaments homéopathiques ou certaines teintures, il ne faut pas les chauffer à plus de tant de degrés parce qu'autrement, on déstructure la charge qui est dedans. Voilà. Surtout s'ils ont été dynamisés. Là, on utiliserait... On démagnétise quand on chauffe. Donc là, on l'utilise en fait pour démagnétiser l'objet. Par contre, si c'est un objet en bois, je le mets dans le feu, je le démagnétise complètement. Alors, par exemple, pourquoi pas, oui, exposition de l'objet au soleil. Alors là, il faut un soleil tapant très fort, et puis le laisser pendant un certain temps. Et à ce moment-là, pourquoi pas, mais c'est la chaleur qui va fonctionner. Rayonnement solaire plus chaleur. Donc je vais m'arranger pour avoir une réverbération de manière à chauffer l'objet le plus possible. Et des techniques plus rapides comme rituel, non, ça n'existe pas. Attends, on continue. Vous créez une sorte de rivière à travers du robinet, par exemple. C'est pas possible. Alors, à défaut, faire couler un filet d'eau sur l'objet en question. L'eau du robinet. C'est nettement moins bien parce qu'il n'y a pas autant de masse d'eau qu'une rivière. Mais à défaut, oui. Mais tout dépend de l'intensité de la charge. Si c'est une petite charge, l'eau du robinet, c'est largement suffisant. Si c'est une grosse charge, des fois, il faut se débarrasser de l'objet. Alors, question de Vincent, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes plus rapides? Tout dépend de l'intensité. Si j'ai par exemple un pétrolier qui inonde les côtes de Bretagne avec une marée noire, je vais devoir mobiliser des dizaines, des centaines de gars pour nettoyer les plages. Si par contre c'est simplement l'essence de ma voiture qui a coulé dans le bas-côté, je pourrais le faire tout seul. C'est une question d'intensité. Mais je préfère toujours d'abord faire nettoyer par la nature et après terminer par un exorcisme, voire mettre sous la pyramide. Alors, charge d'un cristal ou d'un bijou. Alors, je veux par exemple une bague pour pratiquer des exorcismes, pour m'aider à exorciser. Bon, je vais choisir la bague en conséquence, le cristal en conséquence. Ensuite, je vais exorciser l'objet que j'aurai acquis, je vais le consacrer comme on l'a vu, et je vais le charger avec une charge d'intention dans la pyramide. Charge d'un parfum, parce que ça se charge bien également. Soit sous forme d'encens classique, des petits granulés de benjoin, d'encens ou autre, soit sous forme d'huile essentielle. Un liquide se charge très bien, donc une huile essentielle, vous mettez à charger, avec ou sans intention, ce sera efficace. Par contre, on peut également utiliser un encens classique. À ce moment-là, je vais remplir un récipient avec mes petits grains de benjoin par exemple. Je vais m'arranger pour que le tiers de la hauteur arrive au centre de mes granulés. Je le mets dans ma pyramide. Et si je veux pratiquer avec ce parfum des exorcismes, eh bien je vais non seulement l'exorciser, je vais le consacrer, je vais le mettre sous ma pyramide, mais je vais également y faire une charge d'intention. Et à ce moment-là, on retombe sur l'histoire de la bénédiction de tout à l'heure. Mon intention, ce sera, quand ce parfum est brûlé, ça chasse les larves,
les ombres, les énergies négatives, dans les coins et les recoins. Et je me concentre là-dessus. Et quand mon pendule arrête de tourner, j'arrête. Si on charge de l'encens, on va charger de l'encens pendant maximum 7 jours, maximum une semaine. Mais c'est vrai que si après je vais pratiquer un exorcisme, eh ben ça va m'aider. En fait, dans ce genre de pratique, la fumée crée une espèce de bulle purificatrice dans le lieu de l'intervention. Donc ça va arrondir les angles. L'encens n'a jamais désenvoûté ni exorcisé personne par lui-même. Mais le fait de le faire brûler, ça va gêner, ça va faire tousser les démons, les larves, les ombres. Et pendant qu'ils sont en train de tousser, je vais pouvoir plus facilement les attraper pour les faire passer par la fenêtre. Oui. Alors, sur la question, on voudrait revenir là, pour le transfert d'une charge. Oui. Donc, il n'y a pas moyen non plus de transférer sur une plante, sur la cire d'abeille, comme le désenveloppement ou quelque chose comme ça, même si c'est un objet. Là, en fait, la pyramide elle sert à charger un objet. En fait, je lui transfère, moi, une charge pour l'utilité de quelqu'un, de moi, ou pour une utilité. Ce n'est pas une technique de désenvoûtement, la pyramide. Ça peut éventuellement aider un rituel, mais ce n'est pas une technique qui va être utilisée de manière directe.